C'est ici, au seuil de l'inconnu, que commence le voyage de triompher ou échouer de Napoléon Hill. Ce livre n'est pas simplement un guide, c'est une épopée à travers les royaumes de l'esprit humain et de l'accomplissement personnel. Hill, un visionnaire et explorateur du succès, nous invite à nous engager dans une odyssée où les idées se transforment en action et les rêves deviennent des réalités. Imaginez Hill comme le sage guide d'une expédition qui dévoile les mystères cachés du succès, révélant non seulement les secrets des grands triomphateurs, mais aussi les principes universels permettant à chacun, peu importe son origine, d'atteindre la grandeur. À mesure que vous parcourez les pages de ce livre, vous découvrirez que chaque chapitre est une porte vers une nouvelle découverte, chaque conseil est une clé qui déverrouille une compétence cachée en vous. Il vous révèle le pouvoir de l'esprit, un pouvoir capable de transformer vos désirs les plus profonds en réalisations tangibles, et vous défie d'adopter un nouveau paradigme de pensée qui transforme les obstacles en opportunités. Triompher ou échouer ne se contente pas de vous instruire, il vous inspire également. À travers des récits fascinants et des principes éprouvés, il vous guide le long d'un chemin pavé de stratégies efficaces et de sagesse intemporelle. Il vous invite à défier vos propres limites, à explorer les vastes paysages de votre potentiel et à découvrir la magie qui réside dans la connexion entre vos pensées les plus intimes et vos actions les plus audacieuses. À chaque page, vous vous embarquerez dans un voyage de découverte de soi et d'autonomisation. Ce livre est bien plus qu'une lecture. C'est une expérience transformative qui réveille le génie intérieur que nous portons tous en nous. Alors plongez dans ces pages avec un cœur ouvert et un esprit prêt à accueillir de nouvelles idées. L'aventure du succès est sur le point de commencer, et vous, en tant que héros de votre propre histoire, êtes sur le point d'écrire le chapitre le plus passionnant de votre vie. Bienvenue dans Triompher ou échouer, où le triomphe n'est pas seulement une possibilité, mais une promesse. Tu as échoué plusieurs fois. Quelle chance! Tu devrais déjà avoir appris certaines des choses qu'il ne faut pas faire. Tu peux réussir si tu crois que tu peux. Le principe de tout effort est la coopération, comme cela a été raconté dans la 2e leçon de ce cours. Andrew Carnegie a accumulé une immense fortune grâce aux efforts d'un petit groupe de partenaires qui ont collaboré pendant plus de 20 ans. Tu peux aussi apprendre à utiliser ce principe. Dans cette leçon, il y a 2 formes de coopération que tu dois comprendre. Celles-ci sont, en premier lieu, la coopération entre les personnes qui s'associent dans le but d'atteindre un objectif précis sous les principes de la loi du contrôle mental, et en second lieu, la coopération entre le conscient et le subconscient, qui est une hypothèse sur la capacité de l'homme à se connecter et à faire appel à l'intelligence infinie. Pour ceux qui n'ont pas sérieusement réfléchi à ce sujet, cette hypothèse peut sembler peu raisonnable. Cependant, il faut examiner la solidité des preuves sur lesquelles cette hypothèse est fondée, et c'est seulement ainsi que l'on pourra tirer ses propres conclusions. Commençons par un bref aperçu de la structure physique du corps. Nous savons que le corps est traversé par un réseau de nerfs qui servent de canaux de communication entre l'esprit et les fonctions externes. Ce système nerveux est double. Un système, connu sous le nom de système sympathique, est le canal pour toutes les activités qui ne sont pas dirigées par notre volonté, comme les organes digestifs, la réparation des tissus et d'autres fonctions. L'autre système, connu sous le nom de système cérébrospinal, est le canal par lequel nous recevons les perceptions des sens et exerçons les mouvements du corps. Ce système a son centre dans le cerveau, tandis que l'autre a son centre dans la masse ganglionnaire connue sous le nom de plexus solaire. Le système cérébrospinal constitue le canal principal de notre volonté consciente, tandis que le système sympathique régule les fonctions vitales et automatiques de notre corps. En d'autres termes, le système cérébrospinal est étroitement lié à l'esprit conscient, qui est responsable de la pensée rationnelle et des décisions délibérées, tandis que le système sympathique est associé au subconscient, qui gère les processus corporels inconscients et automatiques tels que la respiration, la digestion et la régulation du rythme cardiaque. Cette interaction entre le conscient et le subconscient exige une coordination précise entre les systèmes nerveux correspondants, ainsi qu'une connexion harmonieuse des nerfs qui les relient. Les nerfs qui émergent de la région cérébrale sont chargés de transmettre les signaux du système cérébrospinal, permettant ainsi le contrôle des organes vocaux et la réalisation des mouvements volontaires. Ces nerfs descendent à travers le thorax, une région cruciale qui abrite des organes vitaux tels que le cœur et les poumons,
et continuent leur chemin en passant par le diaphragme. En atteignant le diaphragme, les nerfs perdent leur enveloppe externe distincte, ce qui marque la fin de leur rôle dans le système cérébrospinal et le début de leur intégration avec le système sympathique. Ce processus de transition permet de créer un lien fonctionnel entre les deux systèmes nerveux. Grâce à cette connexion, les fonctions conscientes et inconscientes du corps sont harmonisées, permettant à l'homme de fonctionner comme une entité unifiée. En résumé, la synergie entre le système cérébrospinal et le système sympathique illustre comment notre volonté consciente et nos processus automatiques travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre et la fonctionnalité de notre organisme. Ce lien complexe assure que les activités volontaires et automatiques sont intégrées de manière fluide, contribuant ainsi à une coordination efficace et à une réponse harmonieuse aux exigences internes et externes. De la même manière, les zones du cerveau indiquent leur connexion avec la partie objective et subjective de l'esprit. De manière générale, nous pouvons attribuer la portion frontale du cerveau à la première et la portion postérieure à la seconde, tandis que la partie intermédiaire participe aux deux. La faculté intuitive se situe dans la zone supérieure du cerveau, entre la partie frontale et la partie postérieure. D'un point de vue physiologique, c'est ici que se trouve l'intuition. Celles-ci sont au début non formées et non généralisées, mais elles sont perçues par le conscient, sinon nous n'en serions pas du tout conscients. Ainsi, l'effort de la nature est de rendre ces idées plus définies et utilisables, de sorte que le conscient s'y accroche. L'onde vibratoire qui était descendue du sommet jusqu'au cerveau frontal et du système volontaire jusqu'au plexus solaire s'inverse et remonte du plexus solaire à travers le système sympathique, indiquant par ce retour l'action de l'esprit subjectif. Le terme esprit subjectif est synonyme de subconscient, et le terme esprit objectif est synonyme de conscient. Il est important de comprendre la différence entre ces termes. En étudiant ce système dual, nous découvrons les points exacts où les deux systèmes sont connectés et comment nous pouvons transmettre une pensée au subconscient. Ce système nerveux dual est la forme de coopération la plus importante connue de l'homme. Grâce à l'aide de ce système, l'évolution accomplit son développement par la pensée précise. Lorsque tu imprimes une idée dans ton subconscient par l'autosuggestion, tu le fais avec l'aide de ce système nerveux dual. Lorsque ton esprit formule un désir, ce plan est transmis à ton conscient par le biais de ce système nerveux dual, qui comprend à la fois le système cérébrospinal et le système sympathique. Ce processus est fondamental car il permet à ton esprit conscient de prendre connaissance des intentions et des objectifs que ton subconscient nourrit. À ce stade, il est pertinent de se poser une question cruciale. Si je peux conditionner mon subconscient pour me lever à une heure précise chaque jour, pourquoi ne pas lui inculquer également d'autres désirs plus significatifs et ambitieux? En réfléchissant à cette question et en cherchant activement une réponse, tu te rapproches du chemin qui mène à une compréhension plus profonde des mécanismes de la conscience et du subconscient, comme cela est exploré en détail dans la leçon 11 de ce cours. Cette introspection et cette quête de savoir sont essentielles pour développer une maîtrise plus grande de soi et de ses capacités mentales. Examinons maintenant le concept de coopération entre les individus qui se regroupent avec l'objectif commun d'atteindre un but déterminé. Ce thème est abordé dans presque toutes les leçons de ce cours, car il est impossible de passer à côté de l'importance de la coopération lorsqu'il s'agit de réaliser des objectifs ambitieux. L'objectif ultime de ce cours est de guider l'étudiant dans le développement de son pouvoir personnel, et ce pouvoir ne peut se développer qu'à travers un effort coordonné et organisé. La coopération, en effet, joue un rôle crucial dans ce processus. Lorsqu'une personne travaille seule, elle peut accomplir beaucoup, mais lorsqu'elle s'associe avec d'autres personnes partageant le même objectif, les possibilités de succès augmentent considérablement. Ce phénomène est dû à la synergie créée lorsque plusieurs esprits et talents se combinent pour travailler vers un but commun. Chacun apporte ses propres compétences, connaissances et perspectives uniques, ce qui enrichit le processus et permet de surmonter les obstacles plus efficacement. En somme, pour atteindre des objectifs importants, il est essentiel non seulement de conditionner ton subconscient à des désirs significatifs, mais aussi de cultiver une coopération efficace avec d'autres individus. Ce cours met en lumière l'importance de ces aspects et fournit les outils nécessaires pour les maîtriser, soulignant que le pouvoir personnel et le succès sont le fruit d'un effort collectif bien orchestré. Nous vivons à l'ère de la coopération.
Presque tous les succès en affaires se réalisent par la coopération. Il en va de même dans l'industrie, la finance ou les professions libérales. Les médecins et les avocats ont leurs alliances de protection mutuelle sous forme de barreaux et d'associations médicales. Les banquiers ont des associations locales et nationales, etc. La coopération est l'objet de ces associations. Les travailleurs ont leurs syndicats, et ceux qui fournissent le capital de travail ont leurs propres alliances. Les nations ont des alliances coopératives. La tentative du défunt président Wilson de perfectionner la Société des Nations montre la tendance des temps nouveaux vers la coopération. Peu à peu, il devient évident que ceux qui appliquent le plus le principe coopératif survivent plus longtemps. Ce principe s'applique depuis les formes de vie les plus basses jusqu'aux plus élevées. La base de tout leadership est la coopération. La force de l'organisation est l'atout le plus tangible d'Henry Ford. Cette organisation non seulement lui permet d'écouler tous les véhicules qu'il fabrique, mais elle lui procure également une puissance financière pour faire face à toute urgence. Grâce à sa compréhension de la coopération, Ford s'est éloigné de la dépendance financière tout en se dotant de plus de pouvoir commercial. Le système de la Réserve fédérale est un autre exemple d'effort coopératif qui protège les États-Unis contre un effondrement monétaire. Les chaînes de magasins sont une autre forme de coopération commerciale, tout comme les grands magasins appartenant à un groupe opérant sous un même toit, ce qui est un autre exemple des avantages de la coopération. Comme tu l'as appris, le pouvoir est un effort organisé. Les 3 facteurs les plus importants de ce processus sont, premièrement, la concentration, deuxièmement, la coopération, et troisièmement, la coordination. Comment le pouvoir se développe-t-il grâce à la coopération? Comme nous l'avons vu, le pouvoir est un effort ou une énergie organisée. Le pouvoir se développe en organisant et en coordonnant les facultés de l'esprit. Cela peut être réalisé en appliquant les 15 principes sur lesquels se base ce cours. Développer le pouvoir personnel n'est que le premier pas à franchir pour obtenir un pouvoir potentiel grâce à la coopération, que l'on peut appeler pouvoir de groupe. Il est bien connu que tous les hommes ayant accumulé de grandes fortunes sont réputés pour être de talentueux organisateurs. Ils possédaient la capacité de tirer parti des efforts d'autres hommes qui apportaient des talents et des compétences qu'ils ne possédaient pas eux-mêmes. L'objectif principal de ce cours est de développer l'effort organisé et coopératif de manière à ce que l'étudiant comprenne sa signification et l'adopte comme philosophie. Prenons en exemple n'importe quelle entreprise ou profession, et en l'analysant, on observera qu'elle n'est limitée que par l'absence d'efforts organisés et coopératifs. Par exemple, considérons la profession d'avocat. Si un cabinet d'avocats est composé d'un seul membre, il sera gravement désavantagé. Le système juridique complexe requiert une diversité de talents qu'un seul homme ne pourrait apporter. Il est donc évident que le simple effort organisé ne suffit pas à garantir le succès. L'organisation doit être composée d'individus, et chacun d'eux doit apporter un talent spécialisé et différent de celui des autres membres. Un cabinet d'avocats bien organisé comprendra des talents spécialisés pour la préparation des affaires. Ce seront des professionnels avec une vision et une imagination capables d'harmoniser la loi et les preuves d'un cas concret. Les personnes possédant cette compétence ne sont pas toujours de bons plaideurs ni capables de gérer des affaires devant les tribunaux. Il doit donc y avoir des juristes qui excellent dans ce domaine. On verra ensuite qu'il existe différents types de cas, et ceux-ci nécessitent des professionnels spécialisés avec des compétences différentes pour préparer ces affaires. Il est évident qu'un spécialiste en droit des sociétés ne pourra pas mener avec succès et compétence une affaire de droit pénal. En formant une société d'avocats, celui qui comprend les principes de l'effort organisé et coopératif s'entourera de talents dans chaque branche du droit. L'homme qui ignore ces principes engagera probablement les services d'avocat aux connaissances générales, ami à lui, partageant ses affinités et son niveau de connaissance, et se contentera de réussir ou de rater ses affaires. L'effort organisé, un concept fondamental que nous avons déjà exploré en détail dans les leçons précédentes de ce cours, mérite une attention particulière dans ce contexte. Il est crucial de réaffirmer l'importance de la formation d'alliances ou d'organisations constituées d'individus talentueux pour atteindre efficacement les objectifs fixés. Cette idée est au cœur de la réussite dans de nombreux domaines et secteurs d'activité, car la collaboration et la coordination des talents permettent de maximiser les chances de succès.
Dans presque toutes les entreprises et projets ambitieux, 3 types de talents principaux sont souvent nécessaires: les acheteurs, les vendeurs et les financiers. Chaque type de talent joue un rôle distinct mais complémentaire dans le processus global. Les acheteurs sont responsables de l'acquisition des ressources nécessaires, qu'il s'agisse de matières premières, de produits ou de services essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise. Les vendeurs, quant à eux, s'occupent de la commercialisation et de la vente des produits ou services, cherchant à atteindre et convaincre les clients potentiels. Les financiers, enfin, gèrent les aspects financiers de l'entreprise, y compris la gestion des fonds, les investissements et la planification budgétaire. Il est évident que, lorsque ces 3 types de talents collaborent de manière organisée et coordonnée, les résultats peuvent être significativement améliorés. Par exemple, lorsqu'un groupe d'acheteurs travaille en étroite collaboration avec des vendeurs et des financiers, ils peuvent optimiser les processus d'approvisionnement et de vente, tout en assurant une gestion financière efficace. Cette synergie crée une dynamique où chaque membre de l'équipe peut se concentrer sur ses forces spécifiques, tout en bénéficiant du soutien et des compétences des autres membres. La coopération entre ces différents talents ne se limite pas simplement à la répartition des tâches, mais implique également une coordination stratégique et une communication fluide. Lorsqu'ils unissent leurs efforts et partagent leurs connaissances et leurs ressources, ils maximisent l'efficacité et augmentent les chances de succès. Chaque talent apporte une perspective unique et des compétences spécialisées qui, lorsqu'elles sont bien intégrées, permettent de surmonter les défis et de saisir les opportunités de manière plus efficace. En conclusion, l'effort organisé est essentiel pour la réussite dans tout projet ou entreprise. En formant des alliances et en coordonnant les efforts des acheteurs, des vendeurs et des financiers, on crée une structure qui permet de tirer parti des compétences de chacun. Cette approche collaborative est non seulement bénéfique pour atteindre les objectifs fixés, mais elle permet également d'optimiser les ressources et d'assurer une réussite durable à long terme. Par nature, les vendeurs sont optimistes, enthousiastes et émotifs. Les financiers sont habiles, impassibles et conservateurs. Les 2 types sont essentiels au succès d'une entreprise commerciale. Cependant, l'une de ces 2 classes deviendra un fardeau si elle n'est pas modifiée par l'influence de l'autre. Il est bien connu que James J. Il fut le constructeur de chemin de fer le plus efficace d'Amérique. Mais il est également connu qu'il n'était ni ingénieur civil, ni constructeur de ponts, ni ingénieur en locomotive, ni chimiste, tous des domaines hautement spécialisés dans la construction ferroviaire. Il comprenait les principes de l'effort organisé et de la coopération, c'est pourquoi il s'est entouré d'hommes possédant les talents qu'il n'avait pas. Les grands magasins modernes sont un excellent exemple d'effort organisé et coopératif. Chaque département de marchandises est dirigé par une personne qui connaît bien les produits de ce département. Derrière ces directeurs de marchandises se trouve un personnel général composé de spécialistes en achat, vente, finance et gestion des ressources humaines. Cet effort organisé met à disposition de chaque département un pouvoir d'achat et de vente qu'il ne pourrait se permettre s'il était séparé du groupe et fonctionnait de manière indépendante. Les États-Unis sont l'une des nations les plus riches et les plus puissantes du monde grâce à l'effort coopératif de ces différents États. De cette manière, l'effort organisé et coopératif est le principe à utiliser pour développer un pouvoir de groupe. Toute grande université offre un excellent exemple d'effort organisé et coopératif. Le corps professoral est composé d'hommes et de femmes spécialisés, bien que dotés de capacités très différentes. Une faculté est dirigée par des experts en littérature, une autre par des experts en mathématiques, une autre par des experts en chimie. L'université équivaut à un groupe de facultés, chacune étant dirigée par des experts dans leur domaine, dont l'efficacité est accrue par l'effort coopératif sous la direction d'un seul chef. En analysant ce type de pouvoir, on découvrira que l'organisation et la coopération sont les principaux facteurs qui le soutiennent. Malheureuse est la personne qui, par ignorance ou égoïsme, imagine qu'elle peut naviguer à la dérive dans la vie. Une telle personne découvrira qu'il existe des tourbillons plus dangereux que n'importe quel phénomène climatique. Toutes les lois naturelles reposent sur un effort harmonieux et coopératif, comme l'ont découvert ceux qui ont atteint de hautes positions dans le monde. Le succès dans la vie ne peut être atteint que par un effort pacifique, harmonieux et coopératif. Le succès ne peut être atteint avec une seule main.
Même un homme vivant comme un ermite dans le désert le plus inhospitalier dépend de forces extérieures à lui. Plus il s'intègre dans la civilisation, plus il aura besoin de l'effort coopératif. Qu'un homme gagne sa vie par son travail quotidien ou grâce à une fortune héritée, il jouira mieux de sa vie grâce à la coopération des autres. L'homme dont la philosophie repose sur la coopération acquérera une meilleure économie et davantage de confort avec moins d'efforts, et il recevra des récompenses que d'autres n'imaginent même pas. Les fortunes obtenues grâce à la coopération n'infligent pas de blessures émotionnelles à leurs propriétaires, contrairement à celles acquises par des méthodes conflictuelles. L'accumulation de richesses matérielles, que ce soit comme objectif principal ou comme luxe, peut être une lutte qui consume une grande partie de notre vie terrestre. Si nous ne pouvons pas changer nos tendances matérialistes, nous pouvons au moins changer notre approche. Ce changement se fait par la coopération, qui constitue une bonne base pour poursuivre la richesse. La coopération offre une double récompense, elle satisfait les besoins et procure une paix mentale jamais éprouvée par les avares. Les avares et les cupides peuvent accumuler une grande richesse matérielle, mais ils auront vendu leur âme pour une poignée de biens mondains. Tout succès repose sur le pouvoir, et le pouvoir naît du savoir organisé et exprimé en termes d'action. Le monde ne paie que pour un type de savoir, celui qui s'exprime en termes de services constructifs. En s'adressant à une promotion qui allait être diplômée dans une école de commerce, l'un des banquiers les plus connus des États-Unis a dit « Vous devez être fiers de vos diplômes, car ils sont la preuve que vous vous êtes préparé à l'action dans le domaine des affaires. » L'un des avantages de la formation est qu'elle vous prépare à l'action, non pas pour dénigrer d'autres méthodes d'éducation, mais pour l'action. Vous êtes venu dans cette école avec un seul objectif, et cet objectif est d'apprendre à rendre des services et à gagner votre vie. Les vêtements à la mode ont été de peu d'importance pour vous, car vous vous êtes préparé à un travail où la mode vestimentaire ne sera pas importante pour votre tâche. Vous n'êtes pas venu ici pour devenir des maîtres de la sympathie, vous êtes venu pour apprendre à travailler. Ces diplômés étaient pauvres, et certains avaient à peine de quoi payer leur voyage. Certains d'entre eux travaillaient avant et après les heures de cours. C'était il y a 25 ans. L'été dernier, j'ai rencontré le président de cette école de commerce, et il m'a raconté ce qui leur est arrivé. L'un d'eux est maintenant le président de l'une des plus grandes compagnies pharmaceutiques, un autre est un avocat à succès, deux sont propriétaires de grands collèges, un est professeur au département d'économie d'une université renommée, un est le président d'une grande entreprise de fabrication d'automobiles, deux sont présidents de banques et hommes riches, un est propriétaire de grands magasins, un autre est vice-président d'un système ferroviaire national, un autre est décédé, et le 13e est en train de compiler ce cours sur la loi du succès. 11 réussites sur une classe de 13 n'est pas un bilan négligeable. Ce résultat démontre que le succès ne dépend pas uniquement du lieu où vous avez reçu votre éducation, mais plutôt de la manière dont vous appliquez ce que vous avez appris à travers une action réfléchie et orientée vers un but précis. L'important n'est pas tant le prestigieux établissement où vous avez étudié, mais plutôt la capacité à transformer les connaissances acquises en actions concrètes et efficaces qui mènent à la réussite. Je tiens à préciser que je ne dévalorise en aucun cas l'enseignement supérieur. Au contraire, je reconnais pleinement la valeur des institutions académiques et l'importance de la formation universitaire dans le développement personnel et professionnel. Cependant, il est essentiel d'offrir de l'espoir et de l'encouragement à ceux qui, pour diverses raisons, n'ont pas eu la chance d'accéder à cette forme d'éducation. Ces personnes ne doivent pas se sentir exclues ou découragées par le manque de diplôme ou de formation académique formelle. Leur potentiel ne doit pas être sous-estimé simplement parce qu'elles n'ont pas suivi le parcours éducatif traditionnel. Un exemple éloquent est celui d'un des plus grands présidents américains qui, malgré avoir à peine terminé ses études formelles, a réussi à marquer l'histoire par ses actions et ses décisions. Ce président a su utiliser les connaissances limitées qu'il avait acquises de manière exceptionnelle, démontrant que l'efficacité et le succès ne reposent pas seulement sur le niveau d'éducation académique, mais aussi sur la capacité à appliquer les principes appris et à faire preuve de leadership, de vision et de détermination. Ce président, dont le nom est resté gravé dans l'histoire américaine, illustre parfaitement que la réussite est le fruit de l'application judicieuse des connaissances et des compétences, peu importe le niveau d'éducation formelle atteint.
Sa carrière démontre que la véritable valeur réside dans la manière dont on utilise ses connaissances pour influencer positivement son environnement et atteindre des objectifs significatifs. En résumé, le succès ne se mesure pas uniquement à la quantité ou au prestige de l'éducation reçue, mais à la manière dont on met en œuvre les connaissances acquises pour réaliser ses ambitions. Les opportunités et le potentiel de réussite existent pour chacun, quelle que soit son origine académique, et il est crucial de se concentrer sur la façon dont on peut utiliser ses expériences et compétences pour faire une différence et atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Chaque ville, village et hameau a ses personnages bien connus que l'on appelle asociaux. Si tu analyses ces personnes malheureuses, tu remarqueras que l'une de leurs caractéristiques les plus marquantes est la procrastination. Le manque d'action les a fait reculer jusqu'à se retrouver dans une impasse où ils resteront à moins d'être obligés de se battre. N'imite pas ce comportement. Chaque lieu de travail a ses victimes notoires de la procrastination, dont les pas ne font que les rapprocher peu à peu de l'échec, car ils n'ont pas appris à s'exprimer par l'action. Tu peux les distinguer autour de toi. Si tu entres en contact avec eux, tu remarqueras qu'ils ont construit une fausse philosophie de ce genre. Je fais tout ce pour quoi on me paie et je reçois peu en retour. Il y a quelques années, à une époque où la main-d'œuvre se faisait rare et les salaires étaient exceptionnellement élevés, j'ai observé des dizaines d'hommes étendus dans les parcs de Chicago sans rien faire. J'étais curieux de savoir quel type de prétexte ils offraient pour justifier leur comportement. J'ai donc interviewé 7 d'entre eux. Je me suis gagné leur confiance en leur offrant des cigarettes et un peu d'argent, et ainsi, j'ai obtenu une vision claire de leur philosophie de vie. Tous ont donné exactement la même raison pour leur chômage: le monde ne m'a pas donné de chance. Les points d'exclamation sont les miens. Pense Y, le monde ne leur donne pas une chance. C'est vrai, le monde ne donne jamais d'opportunité à personne. Un homme qui veut une opportunité doit la créer par l'action. S'il attend que quelqu'un la lui offre sur un plateau d'argent, il finira déçu. Cette excuse que le monde ne donne pas d'opportunité est assez courante, et je soupçonne qu'elle est l'une des causes les plus fréquentes de la pauvreté et de l'échec. Le 7e homme que j'ai interviewé était un spécimen d'apparence inhabituelle. Il était allongé par terre, endormi avec un journal sur le visage. Quand je lui ai retiré le journal, il s'est levé, me l'a arraché des mains, et est retourné dormir. J'ai alors utilisé une petite stratégie. Je lui ai retiré le journal du visage et l'ai placé derrière moi, là où il ne pouvait pas l'attraper. J'ai alors pu converser avec lui. Cet homme était diplômé de 2 des meilleures universités de cet État, avec un master et un doctorat. Son histoire était pathétique. Il y avait beaucoup de postes, mais dans chacun d'eux, ses employeurs ou collègues lui en voulaient. Il n'était pas capable de démontrer ses compétences et ses connaissances universitaires, et il ne voulait pas lui donner une chance. Voici un homme qui aurait pu diriger une grande entreprise ou être un grand professionnel s'il n'avait pas construit sa vie sur les sables mouvants de la procrastination et sur l'idée qu'on devait le payer pour ce qu'il savait. Heureusement, la plupart des diplômés universitaires ne construisent pas sur des bases aussi fragiles, car aucune université au monde ne peut récompenser un homme pour ce qu'il sait, mais seulement pour ce qu'il peut faire avec ses connaissances. L'homme dont je parle appartenait à une famille connue de Virginie. Il avait l'habitude de dire « Je suis le fils d'une des premières familles de la vieille Virginie ». Pense Y. Parfois, je crois qu'être le fils d'une bonne famille n'est pas toujours bon, ni pour le fils, ni pour la famille. Souvent, ces fils de bonne famille essaient d'obtenir des avantages et des privilèges grâce à leur nom de famille. Peut-être est-ce simplement mon opinion, mais j'ai observé que les hommes et les femmes qui font avancer le monde ont peu de temps pour se vanter de leur ascendance. Il n'y a pas longtemps, je suis retourné en Virginie, ma ville natale. C'était la première fois que j'y allais en 20 ans. C'était un spectacle triste de comparer les enfants de bonne famille avec ceux de familles modestes, qui s'étaient habitués à se distinguer par leurs actions et non grâce à leur nom de famille. Il n'y a pas longtemps, j'ai été invité à prononcer un discours à Boston, dans le Massachusetts. Après avoir terminé mon travail, un comité d'accueil m'a proposé de me montrer les attractions de la ville. Nous sommes également allés à Cambridge, où nous avons visité l'université de Harvard. Là, j'ai observé de nombreux enfants de bonne famille. Il y a 20 ans, j'aurais été fier d'être un étudiant de Harvard avec une grande voiture et des vêtements de qualité,
mais ma maturité m'a conduit à la conclusion que si j'avais étudié à Harvard, j'aurais réussi tout aussi bien que maintenant. J'ai remarqué quelques garçons de Harvard qui ne conduisaient pas de voitures luxueuses ni ne portaient de vêtements élégants. Ils travaillaient comme serveurs, et le fait de ne pas avoir de belles voitures ne leur faisait perdre aucune valeur. Ils ne souffraient pas non plus de ne pas être les enfants de grandes ou célèbres familles. Tout cela n'est pas une critique de Harvard, l'une des meilleures universités du monde, ni des grandes familles qui y envoient leurs enfants. Au contraire, c'est simplement un encouragement pour ceux qui, comme moi, ont peu et savent peu, mais qui savent se construire une vie réussie grâce à l'action. L'inanition est l'une des principales raisons de la pauvreté. Je connais quelques entreprises qui se trouvent dans cet état d'inanition. Bien sûr, je ne dirai pas leur nom. Il est probable que tu en connaisses aussi. Il y a de nombreuses années, Frank A. Vanderlip, l'un des banquiers les plus connus d'Amérique, a commencé à travailler à la National City Bank de New York. Son salaire était dès le début au-dessus de la moyenne parce qu'il était capable et avait un passé de succès qui faisait de lui un membre précieux. On lui a attribué un bureau privé avec de beaux meubles en acajou. Sur le dessus de son bureau, il y avait un bouton avec lequel il pouvait appeler sa secrétaire. Le premier jour est passé sans qu'aucun travail n'arrive sur son bureau. Le deuxième, le troisième et le quatrième jour, c'était la même chose. Personne n'est venu lui demander quoi que ce soit. À la fin de la semaine, il a commencé à se sentir mal à l'aise. Les hommes d'action se sentent toujours mal à l'aise lorsqu'il n'y a pas de travail en vue. La semaine suivante, M. Vanderlip est allé dans le bureau du président et lui a dit « Écoute, tu me paies une fortune et tu ne m'as donné rien à faire. Ça me rend nerveux. » Le président a levé les yeux avec un éclat intense dans les yeux. M. Vanderlip a continué. « Pendant que j'étais assis sans rien faire, j'ai pensé à un plan pour augmenter les bénéfices de cette banque. » Le président, qui savait que ses pensées et ses plans étaient précieux, lui a demandé de continuer. « J'ai pensé à un plan, continua M. Vanderlip, qui apportera de nombreux bénéfices à la banque, du moins en ce qui concerne les obligations. Je propose de créer un département des obligations et de le promouvoir comme une caractéristique de notre entreprise. » « Cette banque fait-elle de la publicité ?» a demandé le président. « Nous n'avons jamais fait de publicité. Nous nous en sommes bien sortis sans elle. »« Eh bien, il va falloir commencer à en faire, a dit M. Vanderlip, et la première chose que nous allons annoncer, c'est ce département des obligations. » M. Vanderlip avait raison. Les hommes d'action ont souvent raison. C'est l'un de leurs traits distinctifs. La National City Bank a aussi eu raison, car cette entrevue a marqué le début de l'une des campagnes publicitaires les plus progressistes et rentables jamais menées par une banque. La National City Bank est finalement devenue l'une des institutions financières les plus puissantes d'Amérique. Il y a aussi eu d'autres résultats qui méritent d'être mentionnés. M. Vanderlip a grandi, comme les hommes d'action grandissent, en contribuant à ce qu'il aide à construire, et il est devenu le président de cette banque. Dans la leçon sur l'imagination, tu as appris à transformer de vieilles idées en nouveaux plans, et que tes plans, aussi pratiques soient-ils, seront inutiles s'ils ne se traduisent pas en action. Rêver et avoir des visions de la personne que tu voudrais être ou de la position dans la vie que tu aimerais atteindre sont admirables tant que tu transformes tes rêves en réalité. Il y a des hommes qui rêvent mais ne font rien d'autre. Il y en a d'autres qui prennent les visions des rêveurs et les traduisent en action. Train, bon livre, bateau à vapeur. Il y en a d'autres qui rêvent et qui transforment ces rêves en réalité. Il y a une raison psychologique et économique pour laquelle tu devrais prendre l'habitude d'agir. Ton corps est composé de millions de petites cellules qui sont très sensibles à l'influence de ton esprit. Si ton esprit est du type léthargique ou paresseux, les cellules de ton corps le seront aussi. Tout comme l'eau d'un étang inactif devient impure, les cellules d'un corps inactif stagnent et se détériorent. La paresse n'est rien d'autre que l'influence d'un esprit inactif. Si tu doutes de cela, la prochaine fois que tu te sens paresseux, prends un bain et vois à quelle vitesse la paresse disparaît, ou dirige ton esprit vers un jeu auquel tu es passionné. Tu verras à quelle vitesse les cellules de ton corps répondront à ton enthousiasme et ainsi la paresse disparaîtra. Un esprit actif maintient les cellules de son corps dans un état d'activité constante. Les conditions dans lesquelles vivent les habitants de nos villes ont produit une condition physique connue sous le nom d'auto-intoxication.
Il s'agit d'un auto-empoisonnement dû à l'état inactif des intestins. Les maux de tête peuvent être guéris en 1 heure si l'estomac est nettoyé avec un lavement. 8 verres d'eau par jour et de l'exercice physique remplacent le lavement. Essayez cela pendant 1 semaine et vous n'aurez plus besoin de vous forcer à le refaire. Vous vous sentirez comme une nouvelle personne. À moins que la nature de votre travail ne vous oblige à faire beaucoup d'exercices et à boire de grandes quantités d'eau, je pourrais inclure dans cet audiobook une multitude de conseils solides pour maintenir la santé et encourager l'action. Mais il serait si simple que la plupart des gens ne les suivraient pas. La quantité de travail que je fais chaque jour et ma bonne condition physique étonnent ceux qui me connaissent, mais il n'y a aucun mystère. Le système que je suis ne coûte rien, et voici ce qu'il est pour ceux qui le souhaitent. Tout d'abord, je bois une tasse d'eau chaude en me levant le matin, avant de prendre mon petit déjeuner. Ensuite, mon petit déjeuner se compose de petits pains complets, de céréales, de fruits, d'œufs à la coque et de café. Pour le déjeuner, je mange des légumes de toutes sortes, du pain complet et un verre de yaourt. Pour le dîner, un steak bien cuit, mais pas tous les jours, seulement 2 ou 3 fois par semaine, accompagné de légumes et de café. Ensuite, je marche environ 12 km par jour, 6 vers la campagne et 6 km de retour. Je profite de cette période pour méditer, la réflexion est aussi précieuse que la santé. Quatrièmement, je m'allonge sur une chaise avec la majeure partie de mon poids reposant sur le bas de mon dos, en relâchant la tête et les bras. Cela donne à mon corps l'occasion de se rééquilibrer. 10 minutes dans cette position soulageront tout signe de fatigue, aussi fatigué que je puisse être. Cinquièmement, je prends un purgatif au moins tous les 10 jours, et plus souvent si je me sens constipé ou en surpoids. Sixièmement, je prends une douche chaude suivie d'une douche froide, je fais cela tous les jours, généralement le matin. Ces choses simples que je fais pour moi-même, la mère nature s'occupe du reste. Je dois insister sur l'importance de garder les intestins propres. Il est bien connu que les personnes d'aujourd'hui, ou du moins celles qui vivent dans les grandes villes, s'empoisonnent littéralement en négligeant la propreté de leurs intestins. Il ne faut pas être constipé pour prendre un bon purgatif. Quand vous en arrivez à la constipation, vous êtes pratiquement malade et un soulagement immédiat est essentiel. Cependant, si vous prenez soin de vos intestins comme vous le faites pour l'extérieur de votre corps, vous ne serez jamais dérangé par des problèmes de constipation. Pendant 15 ans, il ne s'est pas passé 1 semaine sans que j'aie mal à la tête. Je prenais habituellement une aspirine et obtenais un soulagement temporaire. J'étais en train de souffrir d'une auto-intoxication et je ne le savais pas. Quand j'ai découvert quel était mon problème, j'ai fait 2 choses. J'ai cessé de prendre des aspirines et j'ai réduit ma consommation d'aliments de moitié. Vous ne pouvez pas être une personne d'action si vous ne prenez pas soin de votre santé. L'auto-intoxication prend votre cerveau et le transforme en une masse inopérante. Vous ne pouvez pas non plus être une personne d'action si vous mangez des glucides et de la viande en excès, que votre système ne peut digérer et éliminer facilement. Vous ne pouvez pas prétendre être une personne d'action si vous vous précipitez systématiquement vers la boîte à pilules à la moindre douleur ou gêne, ou si vous choisissez de prendre une aspirine à la place de boire simplement de l'eau et de faire de l'exercice. Cette tendance à rechercher une solution rapide et médicamenteuse chaque fois qu'un inconfort survient peut en réalité masquer une approche plus holistique et proactive pour maintenir votre bien-être. Depuis 5 ans, je n'ai pas touché à un médicament, et durant cette période, je n'ai ni été malade ni éprouvé de souffrance notable. Mon état de santé et mon bien-être sont le résultat d'une approche consciente et proactive. Au lieu de recourir à des médicaments, j'ai opté pour un mode de vie qui privilégie la prévention et le soin naturel. Mon énergie, mon enthousiasme et ma capacité à agir efficacement proviennent d'une alimentation équilibrée et saine, riche en nutriments essentiels. Je m'assure que les aliments que je consomme fournissent à mon corps les éléments nécessaires pour fonctionner à son meilleur niveau. De plus, je prends soin de mes processus d'évacuation avec rigueur. Un système digestif bien entretenu est crucial pour éliminer les toxines et maintenir une bonne santé générale. En intégrant des pratiques telles que l'hydratation adéquate, l'exercice régulier et des habitudes alimentaires saines, j'ai constaté une amélioration notable dans mon énergie, ma vitalité et ma capacité à affronter les défis quotidiens. En adoptant cette approche,
j'ai appris que le véritable pouvoir d'action réside dans la capacité à prendre en charge sa santé et son bien-être de manière proactive. Plutôt que de chercher des solutions immédiates et souvent superficielles pour des symptômes temporaires, il est plus bénéfique de se concentrer sur des pratiques de prévention et de soins à long terme. Cette philosophie de vie ne se contente pas de traiter les symptômes, mais vise à renforcer le corps et l'esprit pour faire face aux défis avec résilience et efficacité. En conclusion, pour être véritablement une personne d'action, il est essentiel de privilégier une approche proactive en matière de santé, en mettant l'accent sur la prévention et les habitudes de vie saines plutôt que sur des solutions médicamenteuses rapides. En prenant soin de votre alimentation, en restant hydraté, en exerçant régulièrement et en gérant efficacement vos processus corporels, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être général, mais aussi renforcer votre capacité à agir avec vigueur et détermination dans tous les aspects de votre vie. Si ces simples conseils vous paraissent attrayants parce qu'ils sont basés sur le bon sens, suivez-les. Mettez-les à l'épreuve. S'ils vous servent aussi bien qu'ils m'ont servi, nous en bénéficierons tous deux. En général, quand quelqu'un offre des suggestions sur les soins du corps, il est immédiatement catalogué comme un maniaque. Dans ce cas, je ne fais aucune recommandation plus insistante que celle-ci. La prochaine fois que vous avez mal à la tête, prenez un purgatif. Et si l'une des autres suggestions vous semble attrayante, essayez-la et voyez si elle est correcte ou non. Il y a un autre ennemi que vous devez vaincre avant de devenir une personne d'action. Cet ami s'appelle l'inquiétude. L'inquiétude, l'envie, la jalousie, la haine, le doute sont des états d'esprit opposés à l'action. Chacun de ces états mentaux interfère avec le processus digestif par lequel la nourriture est assimilée et préparée pour sa distribution dans le corps. Cette interférence est purement physique. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là, car ces états mentaux négatifs détruisent le facteur le plus essentiel pour atteindre le succès, à savoir le désir de réussir. Dans la deuxième leçon de ce cours, vous avez appris que votre objectif principal doit être soutenu par un ardent désir de le réaliser. Vous ne pouvez pas désirer la réussite tout en étant dans un état d'esprit négatif. Pour rester dans un état d'esprit positif, j'ai découvert une méthode très efficace. Ce n'est peut-être pas une façon très digne d'exprimer ce que je veux dire, mais le sujet de cette leçon est l'action, et non la dignité. La méthode à laquelle je me réfère est de rire sincèrement. Quand je me sens enclin à discuter avec quelqu'un pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, je sais que j'ai besoin de mon méthode. Je m'éloigne, je cherche un endroit où je ne dérangerai personne et je ris à gorge déployée. Si je ne trouve rien de drôle pour rire, je me force à rire. L'effet est le même dans les deux cas. 5 minutes de cet exercice mental et physique, car c'est les deux, stimuleront une action libre de tendances négatives. Ne vous contentez pas de ma parole, faites-en l'expérience. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion d'écouter un disque qui, si ma mémoire est bonne, s'intitulait A Logging Fool, le fou qui rit. Ce disque devrait être à la disposition de tous ceux qui, dans leur effort pour maintenir les apparences et préserver une certaine dignité, évitent de rire de tout cœur, pensant que cela pourrait nuire à leur santé. Le titre du disque était parfaitement approprié, car il capturait l'essence de ce que j'ai entendu. Ce disque a été créé par un duo composé d'un homme et d'une femme. L'homme, dans une tentative désespérée de jouer de la trompette, se trouvait dans une situation plutôt cocasse. La femme, qui l'accompagnait, ne se contentait pas de se moquer de ses efforts. Elle riait tellement de la situation qu'elle en devenait presque hystérique. Son rire était si contagieux et si intense qu'il finissait par faire rire l'homme, malgré lui. Le rire de la femme était si prononcé, si irrésistible, qu'il avait le pouvoir de faire rire quiconque était à l'écoute, que ces personnes le souhaitaient ou non. L'effet du rire était si puissant qu'il transcendait les simples vibrations sonores du disque. C'était comme si l'enregistrement capturait non seulement le son du rire, mais aussi son énergie et son effet sur ceux qui l'entendaient. Le rire de la femme était d'une telle intensité qu'il semblait presque pouvoir atteindre l'auditeur de manière physique, créant une vague de bonne humeur et de légèreté qui était impossible à ignorer. Ce disque était un rappel précieux de l'importance du rire dans nos vies. En le écoutant, on se rend compte que rire de tout cœur, même dans des moments apparemment triviaux ou incongrus, peut être une source de joie immense et de soulagement. Il démontre que le rire, loin de nuire à notre santé,
peut en fait être une thérapie puissante et bénéfique pour l'esprit et le corps. Le rire est une forme d'expression humaine fondamentale qui nous relie les uns aux autres et nous rappelle de prendre la vie avec une certaine légèreté. En conclusion, The Logging Fool est plus qu'un simple disque humoristique. Il est une célébration du pouvoir du rire et un encouragement à embrasser cette forme naturelle de joie. Il nous rappelle que rire pleinement et sans retenue est non seulement bon pour la santé, mais également essentiel pour vivre une vie pleine et riche en expériences. Le rire contagieux enregistré sur ce disque est un témoignage de la manière dont une simple émotion humaine peut influencer positivement notre bien-être général et notre attitude envers la vie. Comme un homme cultive son esprit, ainsi est-il dans son essence. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur et vouloir agir avec courage. Vous ne pouvez pas être aimable si votre cœur est envahi par la haine. Les pensées dominantes de votre esprit, c'est-à-dire les pensées les plus fortes et les plus fréquentes, influencent l'action de votre corps. Chaque pensée atteint chaque cellule de votre corps. Quand vous pensez à la peur, votre esprit envoie cette pensée aux cellules et ordonne à vos muscles d'entrer en action et de vous faire fuir aussi vite que possible. Un homme qui a peur s'enfuit parce que ses jambes le portent, et elles le portent parce que la pensée de la peur leur a ordonné de le faire, bien que les instructions aient été données inconsciemment. Dans la première leçon de ce cours, vous avez appris comment, à travers le principe de la télépathie, la pensée voyage d'un esprit à l'autre. Dans cette leçon, nous voyons que les pensées se manifestent dans les cellules de votre corps et les affectent. Comprendre ce principe, c'est comprendre la solidité de l'affirmation suivante, comme un homme cultive son esprit, ainsi est-il dans son essence. L'action, dans le sens que nous lui avons donné au cours de cette leçon, se manifeste de deux manières, une est physique, l'autre est mentale. Vous pouvez être très actif dans votre esprit mais très inactif dans votre corps, ou vous pouvez être très actif dans les deux sens, dans l'esprit et le corps. Lorsqu'on parle d'homme d'action, on peut parler de deux types, le type soignant et le type vendeur. Les deux sont essentiels dans les affaires, l'industrie et la finance. L'un est connu comme la dynamo, tandis que l'autre est appelé la roue d'équilibre. De temps en temps, on trouve quelqu'un qui est à la fois une dynamo et une roue d'équilibre, mais ces personnalités sont rares. La plupart des entreprises prospères sont composées de ces deux types. La roue d'équilibre qui ne fait que recueillir des données, des chiffres et des statistiques est aussi importante que l'homme d'action qui monte sur la scène et vend une idée à 1000 personnes par la pure force de sa personnalité. Pour déterminer si vous êtes un homme d'action ou non, il suffit d'analyser vos habitudes mentales et physiques. Dans la première partie de cette leçon, j'ai dit que le monde vous paie pour ce que vous faites, et non pour ce que vous savez. Cette affirmation peut facilement être mal interprétée. Ce que le monde vous paie réellement, c'est pour ce que vous faites ou ce que vous pouvez amener les autres à faire. Un homme qui peut inciter les autres à coopérer et à faire un travail efficace, ou qui inspire les autres, n'est pas moins un homme d'action que celui qui rend un service efficace. Dans le domaine des affaires, il y a des hommes qui ont la capacité d'inspirer et de diriger les efforts des autres de telle manière que tous ceux sous leur direction réalisent plus qu'auparavant. Carnegie dirigeait habituellement les efforts de son personnel et a rendu riches de nombreux hommes qui ne l'auraient jamais été sans son génie. Il en va de même pour tous les grands leaders dans les affaires. Le bénéfice n'est pas uniquement du côté des leaders. Ceux qui sont sous leur direction sont souvent ceux qui bénéficient le plus de leur leadership. Dans la première leçon de ce cours, on a mis un accent particulier sur la valeur de l'effort allié, car certains ont la vision de planifier et d'autres ont la capacité de mettre les plans en action, même s'ils ne possèdent pas l'imagination ou la vision pour créer ces plans. Comprendre cet effort allié a permis à Andrew Carnegie de s'entourer d'un groupe composé de planificateurs et d'exécutants. Carnegie avait dans son groupe certains des vendeurs les plus efficaces du monde. Si son personnel avait été composé uniquement d'hommes qui savaient vendre, il n'aurait jamais pu accumuler la fortune qu'il a faite. Si tout son personnel avait été composé uniquement de vendeurs, il aurait eu une abondance d'actions, mais l'action dans le sens où elle est utilisée dans cette leçon doit être guidée par l'intelligence. L'un des cabinets d'avocats les plus renommés des États-Unis est un exemple fascinant de la manière dont l'action peut se manifester sous différentes formes au sein d'une même équipe. Ce cabinet est composé de 2 avocats, chacun jouant un rôle distinct mais complémentaire. L'un des avocats se distingue par le fait qu'il n'assiste jamais aux audiences judiciaires.
Son rôle principal est de préparer minutieusement les affaires du cabinet pour le procès. Il est impliqué dans chaque détail du dossier, passant des heures à examiner les preuves, à élaborer des arguments juridiques et à anticiper les stratégies de l'opposition. Son travail en amont est crucial pour construire des cas solides qui résisteront à l'épreuve du tribunal. De l'autre côté, l'autre avocat du cabinet est celui qui se rend effectivement au tribunal pour défendre les intérêts des clients du cabinet. Il est celui qui fait face aux juges, aux jurés et aux avocats adverses, et qui doit présenter les arguments avec éloquence et persuasion. Son action se déroule sur le terrain, où il doit faire preuve d'agilité, de rapidité de réflexion et de compétences de communication exceptionnelles pour naviguer dans l'arène judiciaire. Bien que leur rôle soit très différent, les deux avocats incarnent une action intense, mais ils l'expriment de manière distincte. L'un se concentre sur la préparation stratégique et la construction des dossiers, tandis que l'autre se concentre sur la présentation et la défense active des affaires devant le tribunal. Cette division du travail démontre comment l'action peut se manifester à différents stades d'un processus, chacun ayant une importance cruciale pour le succès global. Dans le monde des affaires, un parallèle similaire peut être observé. L'action se manifeste à la fois dans la préparation et dans l'exécution des tâches. La préparation inclut la planification stratégique, l'analyse des opportunités et des risques, et le développement de stratégies opérationnelles. C'est la phase où les fondations sont posées pour les projets et les initiatives. La préparation permet de s'assurer que tout est en place pour que les actions suivantes soient efficaces et bien coordonnées. L'exécution, en revanche, est l'étape où les plans sont mis en œuvre. C'est là que les idées prennent forme concrète et que les résultats commencent à se manifester. C'est une phase où l'on doit faire face à des défis imprévus, ajuster les stratégies en réponse aux circonstances changeantes, et prendre des décisions rapides pour assurer la réussite du projet. En somme, cette dichotomie entre préparation et exécution illustre que l'action ne se limite pas à l'acte de faire quelque chose, mais qu'elle englobe également le processus de préparation et de planification qui rend l'exécution réussie possible. Chaque aspect est essentiel pour atteindre les objectifs fixés. Tandis que la préparation établit les bases nécessaires pour une exécution efficace, l'exécution transforme les plans en réalité et garantit que les efforts investis en amont portent leurs fruits. Ainsi, dans tout domaine professionnel, comprendre et valoriser ces deux dimensions de l'action est crucial pour atteindre le succès et réaliser les objectifs de manière optimale. Pour trouver votre place dans le monde, vous devez vous analyser vous-même et déterminer si vous êtes une dynamo ou une roue d'équilibre. Vous devez choisir un objectif défini qui soit en harmonie avec vos capacités innées. Si vous avez une entreprise avec d'autres, vous devez les analyser et vous efforcer de faire en sorte que chaque personne accomplisse ce que ses capacités et ses talents lui permettent. Les personnes peuvent être classées en deux catégories, les promoteurs et les conservateurs. Le promoteur est un bon vendeur et organisateur. Le conservateur est un excellent gardien des actifs accumulés. Si vous mettez un conservateur en charge d'un ensemble de livres, il sera heureux, mais si vous le placez à l'extérieur, il sera malheureux et échouera dans son travail. Si le promoteur est en charge d'un ensemble de livres, il se sentira misérable. Sa nature exige une action directe. L'action de type passif ne satisfait pas ses ambitions, et s'il est maintenu dans un travail qui n'exploite pas ses capacités, il échouera. Les hommes qui détournent des fonds sont du type promoteur. Ils n'auraient pas cédé à la tentation si leurs efforts avaient été limités à travailler pour ce pourquoi ils sont le mieux dotés. Si un homme se voit confier un travail en harmonie avec sa nature, le meilleur de lui-même se manifestera. L'une des tragédies les plus courantes dans le monde est que la plupart des gens ne travaillent jamais pour ce pourquoi ils sont le mieux dotés. On commet souvent l'erreur, lors de la sélection d'un emploi, de choisir celui qui semble le plus rentable, c'est-à-dire en se basant uniquement sur des considérations monétaires, sans tenir compte des talents. Si l'argent seul apportait le succès, cette procédure serait correcte, mais le succès dans sa forme la plus élevée et la plus noble exige la paix mentale et le bonheur, qui ne viennent qu'à l'homme qui travaille dans ce qu'il aime vraiment. L'objectif principal de ce cours est de vous aider à vous analyser vous-même et à déterminer quelles sont vos meilleures capacités. Nous arrivons maintenant à la discussion sur la manière de développer l'action. Pour devenir actif, il faut savoir comment ne pas procrastiner. Ces suggestions vous seront utiles. Premièrement,
Habituez-vous à accomplir chaque jour en premier lieu les tâches les plus désagréables. Cette procédure sera difficile au début, mais une fois que l'habitude sera prise, vous serez fier d'affronter sans peur la partie la plus indésirable de votre travail. Deuxièmement, placez cette affiche là où vous pouvez la voir pendant votre travail. Ne parle pas de ce que tu peux faire, prouve-le. Mettez-en une copie dans votre chambre et regardez-la en vous levant et en vous couchant. Troisièmement, répétez les mots suivants à voix haute chaque soir avant de vous coucher. Demain, je ferai tout ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, et comme cela doit être fait. Je commencerai par les tâches les plus difficiles, car ainsi je détruirai la procrastination et développerai l'habitude de l'action. Quatrièmement, il est impératif de suivre ces instructions avec une foi inébranlable et une conviction profonde que ces directives sont conçues pour vous aider non seulement à développer une action efficace, mais également à atteindre vos objectifs principaux avec succès. La foi en ces instructions et la certitude qu'elles guideront vos efforts vers la réussite jouent un rôle crucial dans leur mise en œuvre. Cette confiance vous permettra d'aborder les tâches avec une motivation renouvelée et une détermination accrue, favorisant ainsi un engagement soutenu envers vos objectifs. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce cours est la simplicité avec laquelle il a été élaboré. Cette simplicité n'est pas simplement un choix stylistique, elle reflète une vérité fondamentale. Les principes de base qui sous-tendent la réussite sont souvent simples à comprendre. En effet, les vérités essentielles sont souvent dépouillées de complexité superflue. Elles reposent sur des concepts clairs et directs qui peuvent être appliqués efficacement lorsqu'ils sont compris et mis en pratique avec précision. Que vous soyez en train de prononcer un discours ou de rédiger un cours, il est crucial que l'objectif principal soit de transmettre des impressions et des affirmations qui soient à la fois claires et concises. La clarté permet de garantir que les idées sont correctement comprises et interprétées par ceux qui les reçoivent. La concision, quant à elle, aide à maintenir l'attention et à éviter la confusion qui peut résulter d'une exposition excessive à des informations complexes ou mal structurées. En suivant ces instructions avec conviction, vous créez une base solide pour une action efficace. Chaque étape et chaque recommandation sont conçues pour être comprises et mises en œuvre sans ambiguïté, ce qui facilite l'atteinte de vos objectifs. Cette approche simplifiée et directe vous permettra de concentrer votre énergie sur la mise en œuvre pratique des stratégies plutôt que sur la compréhension complexe de concepts compliqués. De plus, cette simplicité dans la transmission des idées ne doit pas être perçue comme une insuffisance, mais comme une force. La capacité à exprimer des vérités fondamentales de manière accessible et directement applicable est une compétence précieuse. Elle permet non seulement d'engager plus efficacement les personnes à qui les idées sont destinées, mais aussi d'assurer que les principes enseignés sont intégrés et appliqués de manière cohérente dans les actions quotidiennes. En conclusion, la foi dans les instructions données, associée à la simplicité et à la clarté de leur présentation, est essentielle pour transformer les connaissances en actions efficaces. En vous engageant pleinement avec conviction et en vous appuyant sur des principes clairs et simples, vous maximisez vos chances d'atteindre vos objectifs principaux et de réaliser le succès souhaité. La simplicité de ce cours est une invitation à appliquer les concepts de manière directe et efficace, facilitant ainsi votre progression vers vos aspirations. Avant de terminer cette leçon, permettez-moi de revenir sur la valeur d'un rire sincère. Le rire est en effet un stimulant sain pour l'action et produit le même effet que chanter. Billy Sunday est l'un des prédicateurs les plus actifs au monde, mais on a dit que ses sermons perdraient de leur efficacité sans l'effet psychologique de ses chants. L'armée allemande était formidable au début, et même bien après la Première Guerre mondiale. On a dit qu'une grande partie de cela était due au fait que c'était une armée qui chantait. Puis sont arrivés les soldats américains, et eux aussi chantaient. Derrière leurs chants, il y avait une foi durable dans la cause pour laquelle ils se battaient. Bientôt, les Allemands ont commencé à cesser de chanter, et ce faisant, la guerre a commencé à tourner contre eux. J'ai remarqué que je peux écrire plus efficacement après avoir chanté. Testez mon affirmation en assistant à l'église dimanche prochain et en participant au service de chant avec tout votre enthousiasme. Pendant la guerre, j'ai aidé à concevoir des moyens pour accélérer la production dans les industries qui fabriquaient des fournitures de guerre. Dans une usine de 3000 hommes et femmes, la production a augmenté de 45% en 30 jours.
Cela s'est produit après que nous ayons organisé les travailleurs en groupes de chant et installé des orchestres qui jouaient à intervalles de 10 minutes des chansons apaisantes et émouvantes. Les travailleurs captaient le rythme de la musique et accéléraient leur travail. La musique, lorsqu'elle est bien choisie, stimule n'importe quel type de travailleur. C'est un fait qui ne peut être compris que par ceux qui dirigent les efforts d'un grand nombre de personnes. Une armée qui chante est une armée gagnante, que ce soit sur le champ de bataille en temps de guerre ou derrière les comptoirs. Le chant stimule l'énergie de n'importe quelle personne. Il existe un livre intitulé Chanter à travers la vie avec Dieu de George Watson James, que je recommande à tous ceux qui s'intéressent au chant comme thérapie psychologique. Toute forme d'effort collectif dans laquelle deux personnes ou plus forment une alliance pour atteindre un objectif commun est plus puissante que n'importe quel effort individuel. Une équipe de football peut remporter des championnats grâce à un travail d'équipe coordonné, même si ses membres sont antipathiques ou mènent des vies déséquilibrées en dehors du terrain. Un conseil d'administration peut avoir des membres en désaccord, antipathiques et sans bonne relation entre eux, et malgré cela, ils peuvent diriger une entreprise prospère. Un couple peut accumuler une bonne fortune, voire une grande fortune, et élever et éduquer une famille sans ce lien d'harmonie qui est essentiel au développement d'une mastermind, esprit supérieur. Cependant, toutes ces alliances pourraient être plus puissantes si elles étaient basées sur l'harmonie, permettant ainsi au pouvoir de la mastermind d'entrer dans leur vie. Le simple coopérativisme produit du pouvoir, néanmoins l'effort coopératif, fondé sur une harmonie des objectifs, développe à long terme un type de pouvoir supérieur. Si chaque membre d'un groupe met tout son cœur à atteindre un même objectif, la voie sera ouverte pour le développement d'une mastermind. Cela se produit chaque fois que tous les membres du groupe subordonnent leurs intérêts personnels à la réalisation de l'objectif collectif. En grande partie, les États-Unis ont émergé comme l'une des nations les plus puissantes et influentes du monde grâce à un effort organisé et coordonné mené à travers leur État. Cette réussite ne s'explique pas simplement par les ressources naturelles ou les opportunités économiques du pays, mais également par l'esprit de coopération et de vision stratégique qui a guidé son développement dès ses débuts. Il est particulièrement instructif de se rappeler que ce pays est né à la suite de la contribution collective d'une des masterminds les plus remarquables de l'histoire. Cette notion de mastermind fait référence à une synergie de pensée et de compétences réunies pour atteindre un objectif commun, et les États-Unis doivent une grande partie de leur succès à ce concept appliqué par les pères fondateurs de la nation. Les signataires de la Déclaration d'indépendance, ces visionnaires, ont non seulement jeté les bases politiques et philosophiques de la nation, mais ont également incarné une forme extrêmement puissante de collaboration intellectuelle. Ces hommes, qui ont signé le document fondateur de la nation, ont fait bien plus que déclarer leur indépendance. Ils ont mis en œuvre, consciemment ou non, une mastermind collective. Ce groupe d'individus exceptionnels a combiné leurs talents, leurs connaissances et leurs expériences pour élaborer une vision commune pour le futur des colonies américaines. Leur collaboration a donné naissance à une série de principes et d'idées novateurs qui ont non seulement inspiré la formation des États-Unis, mais ont aussi servi de base à leur développement ultérieur en tant que puissance mondiale. L'interaction entre ces esprits brillants a permis de créer un cadre politique et social qui a favorisé l'émergence de la démocratie moderne et la prospérité économique. En réunissant leurs talents divers, ces pères fondateurs ont démontré comment une vision partagée et une coopération intelligente peuvent transcender les défis et les obstacles. Ils ont su combiner leurs compétences en leadership, en stratégie et en négociation pour poser les fondations d'une nation qui se distingue par sa force et son influence. La réussite des États-Unis est donc un témoignage de l'efficacité d'un effort organisé et d'une collaboration harmonieuse entre des individus partageant un objectif commun. Le concept de mastermind appliqué par les pères fondateurs illustre comment la réunion de plusieurs esprits innovants et déterminés peut engendrer des changements significatifs et créer des institutions durables. Cela souligne également l'importance de l'unité et de la coopération dans la réalisation de grandes ambitions. En conclusion, l'histoire des États-Unis nous enseigne que le succès d'une nation, comme celui de toute entreprise ou projet ambitieux, repose sur la capacité à mobiliser et coordonner les talents individuels au service d'un objectif commun. Les pères fondateurs, en mettant en œuvre une mastermind collective, ont non seulement contribué à la naissance d'une grande nation, mais ont également laissé un modèle précieux de collaboration et de vision pour les générations futures.
Ce pouvoir fut suffisant pour vaincre les armées ennemies. Les hommes qui ont lutté pour faire perdurer la déclaration d'indépendance ne se battaient pas seulement pour l'argent, ils le faisaient pour défendre certains principes. L'un d'eux, et peut-être le plus important, était le principe de la liberté. Un grand leader, que ce soit dans les affaires, les finances, l'industrie ou la politique, est celui qui sait comment motiver et susciter l'enthousiasme chez chaque membre de son groupe. En politique, par exemple, proposer un thème dynamique est crucial. Par thème dynamique, on entend un objectif vers lequel les électeurs peuvent être mobilisés. Ces thèmes sont généralement diffusés sous forme de slogans, comme « Restez calme avec Cold », ce qui a fonctionné durant la campagne électorale de Lincoln. Le slogan était « Écartez-vous de Lincoln et préservez l'Union », et cela a fonctionné. Le pouvoir créé par le coopérativisme de tout groupe se mesure toujours par le motif que le groupe souhaite atteindre. Tous les hommes qui organisent un groupe peuvent tenir compte de cela, trouver un motif autour duquel les gens peuvent se rassembler en parfaite harmonie, et vous aurez trouvé le point de départ pour créer une mastermind, esprit supérieur. Les hommes travaillent plus pour atteindre un idéal que pour de l'argent simple. Lorsque vous cherchez un motif pour développer l'effort coopératif, il est utile de garder ce fait à l'esprit. L'homme est un être étrange. Lorsqu'il a un motif suffisant, il développera soudainement une superpuissance. Ce que l'homme peut et veut réaliser pour plaire à la femme qu'il a choisie a toujours été une source d'étonnement pour les étudiants de la psychologie humaine. Il y a 3 grandes forces motivantes que l'homme utilise dans tous ses efforts. La conservation de soi, le contact sexuel, le pouvoir financier et social. En d'autres termes, les principaux motifs qui nous poussent à l'action sont l'argent, le sexe et la conservation de soi. Comme vous l'avez observé, cette leçon est très liée à la leçon introductive et à la leçon 2, qui traite de la loi de la mastermind. Il est possible que les groupes fonctionnent de manière coopérative sans pour autant créer une mastermind. Par exemple, lorsque les gens coopèrent simplement par nécessité, sans que l'harmonie ne soit la base de leurs efforts, ce type de fonctionnement peut produire un pouvoir considérable, mais rien de comparable à ce qui est atteint lorsque chaque personne subordonne ses propres intérêts et coordonne ses efforts avec ceux des autres. Le degré de coopération des personnes dépend de la force motivante qui les pousse. L'harmonie, essentielle pour créer une mastermind, ne peut être obtenue que lorsqu'un groupe réussit à faire oublier complètement ses propres intérêts pour atteindre l'objectif collectif. Les 3 forces motivantes ont été exposées ici pour guider le leader qui souhaite créer des plans pour assurer la coopération des suiveurs. À moins que le motif qui les motive les pousse à oublier leurs propres intérêts, les hommes ne se rallieront pas au leader. Nous excellons dans ce que nous aimons faire, et le leader chanceux est celui qui a le bon sens de prendre en compte ce fait. Le leader qui obtient tout ce qu'il veut de ses suiveurs le fait parce qu'il a réussi à faire mettre de côté leurs intérêts et pensées égoïstes. Peu importe qui vous êtes ou quel est votre objectif principal, si vous prévoyez d'atteindre cet objectif grâce aux efforts des autres, vous devez instiller dans leurs esprits un motif suffisamment puissant pour garantir leur pleine coopération. Ce n'est qu'alors que vous mettrez dans vos plans le pouvoir de la loi de la mastermind. Vous êtes maintenant prêt à reprendre la leçon 14, qui vous apprendra à tirer parti de vos erreurs et échecs, ainsi que de ceux des autres. Le président de l'un des grands réseaux ferroviaires a dit après avoir lu la leçon suivante que celle-ci contenait une suggestion qui, si elle est prise en compte, aidera quiconque à devenir un excellent travailleur. Pour des raisons que j'expliquerai à la fin, il s'agit de la leçon préférée de l'auteur, une armée permanente. Si tu es une personne normale, tu désires le succès matériel. Le succès et le pouvoir vont de pair. Tu ne peux pas garantir le succès à moins de posséder du pouvoir, et tu ne peux pas avoir de pouvoir à moins de le développer à travers 15 qualités essentielles. Ces 15 qualités peuvent être comparées à celles du commandant d'un régiment. Développe ces qualités et tu auras du pouvoir. La plus importante des 15 qualités de ce armée est la définition. Sans l'aide d'un but défini, l'armée serait inutile. Découvre dès que possible quel est ton but principal dans la vie. Tant que tu ne l'auras pas fait, tu ne seras qu'un dilettante, quelqu'un soumis aux caprices des circonstances, sans but ni échappatoire. Des millions de personnes passent leur vie sans savoir ce qu'elles veulent. Tout le monde a un but, mais seulement 2 personnes sur 100 ont un but défini. Avant de décider si ton but est défini ou non,
cherche sa signification dans le dictionnaire. Rien n'est impossible pour celui qui sait ce qu'il veut et décide de l'acquérir. Colomb avait un but défini et il l'a réalisé. Le principal but de Lincoln était de libérer les esclaves du Sud, et il l'a réalisé. Le principal but de Roosevelt pendant son premier mandat était de construire le canal de Panama, et il a vécu pour voir ce but réalisé. Le but définitif de Henry Ford était de construire l'automobile sur Terre, ce but l'a rendu l'homme le plus puissant de la Terre. Rien n'est impossible pour l'homme avec un but défini. L'opportunité, le capital, la coopération et tous les autres éléments du succès gravitent autour de ce but. Vitalise ton esprit avec ce but défini et ton esprit deviendra un aimant pour les opportunités. James J. Hill, le grand constructeur de chemins de fer, était un télégraphiste mal payé. À l'âge de 40 ans, il continuait à faire du télégraphe sans aucun signe de succès. Puis quelque chose d'important se produisit, il se proposa de construire un chemin de fer à travers le désert. Sans réputation, sans capital, sans l'encouragement des autres, James J. Il trouva le capital et construisit l'un des systèmes ferroviaires les plus importants des États-Unis. Worth était un employé mal payé dans un magasin. Dans son esprit, il vit une chaîne de magasins spécialisés dans les ventes à 5 et 10 centimes. Cette chaîne de magasins devint son but défini. Il réalisa ce but, et avec lui, plus de millions qu'il ne pouvait en dépenser. Rien n'est impossible pour l'homme qui sait ce qu'il veut et se propose de l'obtenir. L'homme puissant est celui qui a développé mentalement les 15 qualités complètes. Avant de pouvoir avoir du pouvoir, tu dois avoir un but défini. Tu dois avoir confiance en toi pour soutenir ce but. Tu dois avoir de l'initiative et du leadership pour exercer ta confiance en toi. Tu dois avoir de l'imagination pour créer ton but défini et les tâches nécessaires pour le réaliser. Tu dois exercer l'autocontrôle. Tu dois développer l'habitude de faire plus que ce qui est attendu de toi. Tu dois cultiver une personnalité agréable. Tu dois acquérir l'habitude d'épargner. Tu dois devenir un penseur en te souvenant que la pensée est basée sur des faits et non sur de simples informations. Tu dois former l'habitude de la concentration et prêter ton attention à une seule tâche à la fois. Tu dois acquérir l'habitude de la coopération. Tu dois tirer parti de l'échec, non seulement le tien, mais aussi celui des autres. Tu dois cultiver la tolérance. Enfin, mais non des moindres, tu dois suivre la règle d'or. Tout ce que tu fais affecte les autres. Garde ce tableau où tu peux le voir et assure-toi que tout se développe dans ton esprit. Tous les armées efficaces sont disciplinées, ton armée doit également l'être. Elle doit obéir à tes ordres à chaque étape. Souviens-toi que rien ne motivera mieux ta discipline que l'échec et la défaite temporaire. Réfléchis si tu as tiré parti de tes propres échecs et défaites. L'échec nous touche tous à un moment ou à un autre. Assure-toi que, lorsqu'il t'arrivera, tu en tireras quelque chose de précieux. Pour progresser dans ce monde, tu dois faire confiance à la force de ton esprit. Une fois que tu auras commencé, tu pourras demander de l'aide à d'autres. Cependant, le premier pas doit être fait sans aide extérieure. Après ce début, tu seras surpris de voir combien de personnes seront prêtes à t'aider. Le succès se compose de nombreux faits et facteurs, mais principalement des 15 qualités nécessaires pour profiter d'un succès équilibré et complet. Il faut s'approprier chacune de ces 15 qualités. Lorsque tu es venu au monde, tu étais doté de certains traits innés en raison des changements évolutifs de milliers de générations d'ancêtres. En plus de ces traits innés, tu as acquis des qualités liées à ton environnement et à l'éducation de ton enfance. Tu es la somme totale de ce qui est né en toi et de tes expériences, de ce que tu as pensé et de ce que l'on t'a appris. Par la loi du hasard, une personne sur 1 million reçoit les 15 qualités. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir acquis l'essentiel pour réussir doivent les développer par eux-mêmes. Le premier pas dans ce processus est de reconnaître les qualités qui te manquent. Le deuxième pas est le désir de combler ces mêmes lacunes. La prière fonctionne parfois, mais d'autres fois, elle ne fonctionne pas lorsqu'elle est soutenue par une foi sans réserve. C'est une vérité que personne ne niera, mais c'est une vérité que personne ne peut expliquer entièrement. Ce que nous savons, c'est que la prière fonctionne quand nous croyons qu'elle va fonctionner. La prière sans foi n'est qu'un ensemble de mots vides. Un but défini peut se réaliser lorsqu'on croit qu'il peut se réaliser.
Il n'y a aucun mal à faire de ton objectif l'objet de ta prière quotidienne. Et pendant que tu pries, souviens-toi que la prière avec foi fonctionne toujours.